Alors, chapitre caractéristiques de quelques dipôles passifs. Pendant ce chapitre, on va voir les caractéristiques de quelques dipôles passifs, à savoir par exemple le conducteur ohmique, la lampe à incandescence, la diode normale, la thermistance, la photorésistance. Alors passons aux caractéristiques au chapitre concernant les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Tout d'abord, définissons ce que c'est qu'un dipôle passif. Définition, un dipôle passif est un composant électrique qui possède deux bornes et qui ne produit pas de l'énergie électrique, mais seulement la consomme. C'est-à-dire un dipôle passif, c'est un composant électrique qui possède deux bornes et qui ne produit pas de l'énergie électrique. Il consomme l'énergie électrique. Autrement dit, la tension entre ces bornes est nulle lorsqu'il est en dehors du circuit électrique. Lorsqu'il n'est pas branché dans un circuit électrique, la tension entre ces bornes est toujours nulle. 2. Convention récepteur. On représente la tension positive entre les bornes d'un dipôle passif avec une flèche orientée dans le sens contraire de celui du courant électrique. Qu'est-ce que c'est que la convention récepteur? La convention récepteur, c'est une convention qu'il faut respecter pendant la représentation des tensions entre les bornes des dipôles. Lorsqu'il s'agit d'un dipôle passif, il faut toujours représenter la tension positive avec une flèche qui est orientée dans le sens contraire du sens du courant électrique. C'est-à-dire que si le courant passe de A à B, alors la tension positive c'est UAB, c'est-à-dire et non pas UBA. Ça, c'est la notion de convention récepteur. Donc pour un récepteur, lorsqu'il s'agit d'un récepteur, il faut toujours représenter la tension positive avec une flèche orientée dans le sens contraire du sens du courant électrique. UAB positif, donc le potentiel en A est supérieur au potentiel en B. Grand 2, caractéristiques de quelques dipôles passifs. Méthode expérimentale. Comment on étudie les caractéristiques des dipôles en général? Pour tracer la caractéristique d'un dipôle passif, en général, on utilise un montage diviseur de tension. Donc, c'est là où on s'en sert du montage de diviseur de tension. Alors, là, il s'agit d'un diviseur de tension et qui permet de donner à la sortie une tension qui est comprise entre 0 et la tension d'entrée. Donc, il permet de récupérer à la sortie une tension de n'importe quelle valeur comprise entre 0 et la tension délivrée par le générateur. Donc, en déplaçant le curseur, on fait varier la tension de sortie à partir de 0 jusqu'à la tension délivrée par le générateur. Là, on met notre dipôle. Alors, comment on procède? On va faire varier la tension entre les bornes du dipôle passif et on lit à chaque fois le courant, l'intensité du courant qui le traverse. Par exemple, on applique entre les bornes du dipôle passif une tension de 0 volts, on lit l'intensité. Puis une tension de 1 volt et on lit l'intensité. Puis une tension de 2 volts et on lit l'intensité jusqu'à ce qu'on obtienne un tableau de mesure suffisant pour tracer la courbe, la caractéristique U en fonction de I ou I en fonction de U. Donc, lorsqu'on déplace le curseur du rhéostat, on obtient à la sortie, ici, une tension variable, une tension qui peut prendre n'importe quelle valeur comprise entre 0 et la tension délivrée par le générateur. Donc on peut donc appliquer entre les bornes du dipôle passif n'importe quelle tension
comprise entre 0 et la tension délivrée par le générateur. Ça, c'est le câblage, ou bien c'est le circuit du diviseur de tension. Alors, remarque, la résistance d'un ampèremètre est négligeable. C'est-à-dire que l'ampèremètre ne diminue pas pratiquement l'intensité de courant qui le traverse. C'est-à-dire que la présence ou l'absence de l'ampèremètre ne change pas, ne modifie pas la valeur de l'intensité du courant électrique. Alors que le voltmètre a une résistance très grande, très grande. C'est-à-dire qu'on néglige l'intensité de courant qui passe dans le voltmètre. Puisque le voltmètre a une résistance très grande, alors on néglige l'intensité de courant qui passe dans ce dernier. Et donc, l'intensité électrique qui passe dans l'ampèremètre, c'est la même intensité qui passe dans le dipôle, puisqu'on néglige l'intensité qui passe dans le voltmètre. Deux caractéristiques d'un conducteur ohmique. C'est déjà fait, mais on peut la revoir sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va brancher ici un conducteur ohmique et on va faire changer la tension électrique entre ces bornes et à chaque fois on lit l'intensité de courant, on mesure l'intensité de courant qui le traverse jusqu'à avoir un tableau de mesure suffisant pour tracer la courbe. Alors la caractéristique ici c'est la courbe représentative de la fonction U, la tension entre les bornes du conducteur ohmique et l'intensité de courant qui le traverse. Alors dans cette région-là, il s'agit d'un courant. Il y a deux cas, ou bien que le courant passe de A vers B, ou bien que le courant passe de B vers A. Là, dans ce domaine, le courant passe de A vers B, et dans ce domaine, le courant passe de B vers A. Là, on inverse le dipôle. Donc, on obtient une droite qui passe par l'origine du repère. C'est une droite qui passe, la caractéristique est donc une droite qui passe par l'origine du repère, et ce qui aboutit à la loi d'Ohm, bien connue. Alors, on obtient les valeurs concernant cette région lorsque le courant passe de A vers B. Et les valeurs concernant cette région lorsqu'on inverse le conducteur ohmique, c'est-à-dire que le courant passe de B vers A. Ici, le courant passe de A vers B, ici, le courant passe de B vers A. Le conducteur ohmique est un dipôle symétrique, car l'inversion du sens du courant électrique ne modifie pas son comportement. Alors là, vous voyez quand on a changé le sens, quand on a inversé le sens du courant électrique, on obtient toujours une caractéristique qui est la même. C'est une droite qui passe par l'origine. C'est-à-dire que le comportement du conducteur ohmique ne change pas lorsqu'on inverse le sens du courant qui passe à travers lui. 3. Aussi, on peut dire que le conducteur ohmique est un conducteur, c'est un dipôle passif. Pourquoi? Parce que lorsque l'intensité de courant qui passe dans le conducteur ohmique est nulle, alors la tension entre ces bornes est nulle. C'est-à-dire lorsque le conducteur ohmique est en dehors du circuit, alors la tension entre ces bornes est nulle. C'est-à-dire qu'il ne délivre pas une tension entre ces bornes lorsqu'il est en dehors du circuit électrique. 3. Caractéristique d'une lampe à incandescence. Symbole d'une lampe à incandescence. La caractéristique. On va donc brancher, on va mettre entre A et B une lampe à incandescence. Et on va faire la même chose. On va faire varier la tension entre ces bornes. Et à chaque fois, on mesure l'intensité qui la traverse jusqu'à avoir un tableau de mesure qui nous permet de tracer la caractéristique U en fonction de I, c'est-à-dire la courbe U en fonction de I. Alors, dans cette région, le courant passe de A vers B, la tension U. Dans cette région, le courant passe de B vers A. Et la tension, dans ce cas, elle va être négative, comme vous voyez. La tension, elle va être négative, car nous sommes dans le cas inverse de la convention récepteur. Là, la tension elle est positive. Ici, la tension elle est négative. Donc, dans cette région, le courant passe de B vers A.
la tension négative. Dans cette région, le courant passe de A vers P, la tension positive. Alors la courbe représentative n'est pas une droite, mais il passe quand même par l'origine du repère. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la lampe à incandescence? La lampe à incandescence est un dipôle passif car sa caractéristique passe par l'origine du repère. Il est passif et ne produit pas de l'énergie. Il ne produit pas de l'énergie par elle-même, mais il a besoin d'une énergie, donc il a besoin d'être branché dans un circuit pour consommer de l'énergie. Donc, la lampe à incandescence est un dipôle passif parce que lorsque l'intensité de courant qu'il a traversé est nulle, alors la tension entre ces bornes est nulle. C'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas branché dans un circuit, alors la tension entre ces bornes est nulle. Il ne produit pas de tension à elle-même. La lampe à incandescence est un dipôle non linéaire. Non linéaire, c'est-à-dire que sa caractéristique n'est pas une droite. La lampe à incandescence est un dipôle symétrique. Pourquoi? Parce que son comportement ne change pas quand on l'inverse. Un dipôle symétrique est un dipôle dont la caractéristique ou le comportement ne change pas lorsqu'on l'inverse dans le circuit électrique. C'est-à-dire quand on change, quand on inverse le sens du courant qui le traverse. Donc, comme vous voyez ici, la caractéristique, elle est la même. Cette branche de la caractéristique est symétrique par rapport à cette branche de la caractéristique. Donc, symétrie par rapport à où? Donc là, même lorsqu'on inverse le sens du courant électrique, la caractéristique ne change pas. Pratiquement, on dit que le comportement de la lampe à incandescence ne change pas. Donc, la lampe à incandescence, elle fonctionne de la même manière que ce soit un courant qui passe de A vers P ou de B vers A. Il fonctionne toujours de la même manière. On dit que c'est un dipôle symétrique. Le sens du courant, 4 caractéristiques d'une diode normale. J'essaie de faire vite pour ne pas gonfler la vidéo. Alors, caractéristiques d'une diode normale. La diode normale est constituée d'une jonction de semi-conducteurs dopés différemment, P et N. La diode normale fait partie des composants électroniques. Alors, la diode normale, comment il est constitué de quoi? Il est constitué d'un semi-conducteur, c'est-à-dire ou bien du silicium ou bien du germanium. Vous savez que le silicium et le germanium sont des éléments chimiques qui appartiennent à la colonne du carbone. Alors, les semi-conducteurs sont des conducteurs, des mauvais conducteurs de l'électricité. Alors, pour augmenter leur conductivité, on les dope, c'est-à-dire qu'on introduit dedans des atomes étrangers par rapport aux semi-conducteurs. Par exemple, si on veut que le silicium ou bien le germanium deviennent conducteurs, qu'est-ce qu'on fait? On introduit dans ces semi-conducteurs, soit le silicium, soit le germanium, on introduit le phosphore, des atomes de phosphore. Quelques atomes de phosphore en quantité minime. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Lorsqu'on introduit du phosphore dans le silicium ou le germanium, on arrive à un semi-conducteur qui est dopé N. On parle du dopage N. C'est-à-dire qu'on arrive à construire, à produire un semi-conducteur qui devient conducteur, mais N. Conducteur N, c'est-à-dire conducteur dont les porteurs de charge sont les électrons. Alors, l'autre façon de doper un semi-conducteur, c'est le dopage P. Lorsqu'on introduit le bore dans un semi-conducteur, soit le silicium, soit le germanium, alors ce semi-conducteur devient conducteur P. Conducteur P, c'est-à-dire conducteur par les trous. Les trous, c'est-à-dire le manque d'électrons. Nous ne sommes pas là pour développer cette notion de conductance d'électricité
dans les semi-conducteurs, c'est hors programme, donc on va se contenter de ces quelques notions. Alors le dopage d'un semi-conducteur, c'est une technologie qui permet de rendre ce semi-conducteur conducteur, soit conducteur par les électrons ou par manque d'électrons, trop d'électrons, P. Le symbole d'une diode, c'est le suivant. L'anode, la cathode. Les bornes de la diode s'appellent l'anode. L'une s'appelle l'anode, l'autre s'appelle la cathode. Caractéristique I est égale F de U. Alors, si on fait changer la tension entre les bornes d'une diode et on mesure à chaque fois l'intensité du courant qui la traverse, on va aboutir à un tableau de mesure qui lui-même va nous permettre de tracer une courbe, la courbe I en fonction de U. Par exemple, c'est la caractéristique de la diode. Alors, dans cette région, le courant passe de l'anode vers la cathode. Dans cette région, le courant passe de la cathode vers l'anode. Donc là, on parle d'une diode dopée, polarisée dans le sens direct, là, polarisée dans le sens inverse. Comme vous voyez d'après la caractéristique, l'intensité du courant électrique lorsque le courant passe de la cathode vers l'anode est nulle, quelle que soit la tension appliquée entre les bornes de la diode. Dans ce cas, la diode ne conduit pas le courant électrique. On dit qu'elle est bloquante. Alors, la diode bloque le courant si la tension entre ces bornes est inférieure à US en général. US, c'est une tension caractéristique de la diode qui s'appelle la tension de seuil. Pratiquement en général, elle prend la valeur 0,6 à peu près. Donc, lorsque la tension électrique appliquée entre les bornes de la diode est inférieure à la tension de seuil, alors l'intensité de courant est nulle. La diode bloque le courant si U est inférieur à S. Ne laisse pas passer le courant électrique. La diode laisse passer le courant si la tension entre ces bornes, appliquée entre ces bornes, est supérieure ou égale à US, à la tension de seuil. US s'appelle la tension de seuil de la diode, pratiquement est égale à 0,6, au voisinage de 0,6 volts. Si le courant entre par l'anode, on dit que la diode est polarisée dans le sens direct. Si le courant entre par l'anode, on dit que la diode est polarisée dans le sens direct. Si le courant passe par la cathode, on dit que la diode est polarisée dans le sens inverse. Alors la diode, d'après la caractéristique, la diode est un dipôle passif. Pourquoi? Parce que sa caractéristique passe par l'origine du repère. Mais la diode n'est pas un dipôle symétrique parce que son comportement change lorsqu'on inverse le sens du courant qui la traverse.